Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre émission chaque soir à 19h30 à voir ou à revoir sur notre site lcp.fr et vous découvrirez la réponse à la question posée aux internautes du JDD dans quelques instants. Merci pour votre fidélité. La Guyane en effervescence, on en parle ce soir avec un conflit qui oppose, vous les avez vus, ces hommes masqués, les 500 grands frères, bras de fer avec le gouvernement, journée morte en Guyane, grève générale illimitée et ce bras de fer donc avec le gouvernement puisque ces 500 frères ne souhaite négocier qu'avec la ministre en charge de l'outre-mer et qui exige d'ailleurs cette ministre que les hommes posent leur cagoule pour négocier dans un cadre républicain. Que se passe-t-il réellement en Guyane? On va essayer de le savoir. C'est un territoire qui est loin de la France. On va essayer d'en savoir un peu plus sur leurs revendications. Tout démarre sur des revendications liées à la sécurité. Un homme est mort dans un quartier populaire de Cayenne. Tout démarre de la mort de cet homme de 30 ans et ces hommes qui ont décidé de porter cette cagoule pour réclamer plus de sécurité. Ce n'est pas une milice, disent-ils. On en parlera dans quelques instants, avec une délégation gouvernementale qui devrait partir dans les jours qui viennent. On ne connaît pas encore exactement la date, car je crois que Bernard Cazeneuve souhaite que la sécurité soit faite pour cette délégation ministérielle et qu'il y ait une véritable négociation. On parlera des violences, on parlera de l'économie, c'est important. On parlera des orpailleurs aussi, qui posent un certain nombre de problèmes, tant sur l'écologie que sur des querelles, des violences même, autour de cet or. On fait le point ce soir avec mes invités. Alors ils sont trois en plateau avec moi. Yves Gégaud, bonsoir. Bonsoir. Député UDI de Seine-et-Marne. Vous fûtes secrétaire d'État chargé de l'outre-mer dans le gouvernement Fillon II de mars 2008 à juin 2009. Et vous avez eu à vivre de l'intérieur cette crise en Guadeloupe avec le LKP, avec ces images de vous en préfecture dans une négociation difficile. Merci d'être avec nous et puis vous nous ferez partager évidemment ce qui se passe ce soir en Guyane. Isabelle Théry, bonsoir. Présidente actuellement de la Chambre correctionnelle au tribunal de Melun. Vous êtes magistrate et vous avez été magistrate en Guyane et vous avez décidé de le raconter dans un livre. Alors à l'époque vous aviez pris un pseudo parce que c'est un livre qui est sorti chez l'Harmattan et vous disiez des choses comme ça à cœur ouvert, dans l'émotion, racontant les services publics, à l'époque la violence. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Est-ce que la Guyane a bien changé depuis votre passage? Sûrement pas. On a vu votre livre La loi du fleuve qui est sorti chez l'Harmattan et vous aviez pris un pseudonyme. Jean-Pierre Philibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération d'Outre-mer FEDOM, les chefs d'entreprise, les entreprises des DOM. On vous écoutera évidemment parce qu'il y a un débat sur tous ces produits qu'on fait venir de France. Une question liée au chômage, évidemment, on en parlera, chômage chez les jeunes, mais pas uniquement chez les jeunes. Et puis nous sommes en direct avec Chantal Berthelot. Elle sera avec nous dans quelques instants. C'est une députée apparentée socialiste. Elle sera, si tout va bien, parce que c'est très loin, c'est près de 7000 km, avec elle pour savoir ce qui se passe concrètement en Guyane ce soir. Dans quelques instants, j'espère que nous allons réussir à connecter Chantal Berthelot. D'abord, regardez ce sujet, ce mouvement de contestation. Il a démarré il y a maintenant 2 semaines, nommé les 500 frères contre la violence, des hommes cagoulés qui, à l'origine, je vous le disais, protestaient contre les violences, contre la mort d'un homme de 30 ans, un conflit qui risque de s'envenimer, comme nous le raconte Béatrice Finzan. Lutter contre l'insécurité en renforçant les moyens, cela passe pour François Hollande par l'envoi de ses ministres sur le terrain. Mais pour les élus locaux, le temps presse. Il y a des situations dramatiques qui se vivent en ce moment et on ne pourra pas attendre la fin de la semaine. Je demande au Premier ministre de venir tout de suite en Guyane avec sa délégation parce que c'est eux qui vont conditionner l'amorçage, le démarrage des discussions avec les grévistes qui sont actuellement sur les barrages. Car la grève générale illimitée a été votée hier par l'ensemble des syndicats guyanais. Depuis plusieurs jours, les grévistes ont constitué des barrages aux abords des grandes villes pour bloquer leur accès et marquer leur mécontentement. En cause, un chômage endémique qui laisse peu d'espoir à la population. Le pays est en danger, nous sommes dans une souffrance même pour nos enfants demain. C'est la France, c'est un foot gueule, ils sont fous des Guyanais. Maintenant les Guyanais, la cocotte minute, elle est en train de bouillir, mais elle ne va pas tarder à s'exploser. Alors que 30% de la population n'a pas accès à l'eau ni à l'électricité, le Premier ministre tentait hier de rassurer les grévistes. J'appelle encore une fois solennellement au dialogue, à la responsabilité et à l'apaisement. Il est crucial en effet que dans les prochaines heures, la mission interministérielle ait pu continuer à travailler pour que le déplacement des ministres soit fructueux.
Une délégation ministérielle devrait arriver à Cayenne avant la fin de la semaine, avec des mesures concrètes pour calmer les tensions et redonner de l'espoir aux Guyanais. Voilà ce sujet de Béatrice Finzan. Puis nous avons retrouvé Chantal Berthelot. Bonsoir Madame Berthelot, vous êtes députée apparentée socialiste de Guyane. Vous êtes à Saint-Laurent-de-Maroni. Alors c'est loin, c'est très loin de la France. J'espère que vous nous entendez bien. Là, c'est parfait. Eh ben, c'est parfait. On est ravis de vous accueillir. Vous allez partager ce moment avec nous. Évidemment, il est 13h en Guyane, il est 19h30 sur notre plateau. Que se passe-t-il depuis quelques jours? Que s'est-il passé aujourd'hui, Chantal Berthelot, vous qui suivez ce dossier? Et est-ce que vous souhaitez ardemment que le Premier ministre et cette délégation de ministres viennent? Est-ce que vous le réclamez urgemment? Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est la mobilisation de la Guyane, avec un L majuscule, et etc. Car vous savez que la Guyane est diverse. Et aujourd'hui, on a eu la plus belle des images où toutes les âmes, tous ceux qui vivent. Ah, voilà, le problème, évidemment, avec une liaison, c'est la Guyane avec un grand L. On va vous retrouver, Chantal Berthelot, parce qu'on ne cédera pas. On va continuer à essayer d'avoir des bribes, des moments avec vous. Vous êtes une femme députée, agricultrice, très impliquée sur les questions locales. Yves Gégaud, la première question que je vous pose, sans politiser, parce qu'on va faire de la politique, François Fillon, Marine Le Pen ont déjà réagi. C'est un territoire de France, la Guyane. Et quand on écoute le sujet de Béatrice Finzan, on a l'impression que c'est un territoire sous-développé. Une partie des habitants n'ont pas accès à l'eau. Une partie, on verra, les chiffres du chômage sont terribles. Le nombre d'allocataires au RSA sont terribles par rapport aux chiffres métropolitains. C'est un territoire oublié de la République, comme on a pu l'entendre parfois dans certains quartiers de banlieue. Regardez, même vous, tout à l'heure, vous avez dit c'est loin de la France. C'est la France, depuis 4 siècles. C'est partie intégrante de notre pays. Il y a une géographie particulière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est un immense territoire. Ça fait presque 90 000 kilomètres-carrés. Il y a 250 000 habitants. C'est une forêt immense et gigantesque. Et effectivement, depuis des lustres, les efforts d'infrastructure n'ont pas été faits. C'est le cœur du sujet et des réclamations. Et on a fait du transfert social, on a fait des efforts dans le cadre de la départementalisation. On a voulu d'ailleurs plaquer sur ces territoires, en particulier la Guyane, le modèle métropolitain, avec des communes, avec de l'intercommunalité, avec un département, une région, tout ça sur un petit territoire. Qui ont fusionné depuis d'ailleurs. Qui ont fusionné depuis, on a essayé de simplifier un peu. Mais au fond, il y a deux problèmes. Il y a un problème conjoncturel, et on voit bien qu'il y a une cristallisation des mécontentements qui est en train de créer une situation de révolte. C'est à peu près la même chose qui s'est passé en Guadeloupe. C'est la vie chère à l'époque, la Guadeloupe. Oui, mais il y a toujours un fait déclencheur, et ensuite ça cristallise la colère, le ressentiment, la peur de l'avenir des populations, et ça peut faire du vilain, parce que ce sont des peuples volcaniques, et ce sont des conflits qui peuvent être extrêmement violents et qui peuvent aller jusqu'à des morts. Donc il faut être très prudent, très attentif à ce qui se dit, à ce qui se passe. Mais au fond, derrière ce problème conjoncturel, qui ne peut pas se régler seulement avec des transferts d'argent en plus, même s'il faut le faire, il y a un problème structurel. Et si on n'a pas réglé depuis des lustres, la droite, la gauche, Nous tous les englobez les deux, là. gouvernements Ouais. qui se sont succédés, ceux qui font, parce qu'on est à 3 semaines d'une élection présidentielle, ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet de polémique entre les camps politiques, ils ont tort. Parce qu'il y a un problème structurel. Nous vivons sur un schéma qui est celui du XXe siècle. Il faut faire rentrer les territoires d'outre-mer dans le XXIe siècle. Il faut les ouvrir sur les opportunités de leur environnement. Il faut changer le modèle fiscal en profondeur pour créer de l'activité sur place et arrêter d'importer l'ensemble des moyens, et il faut rouvrir des perspectives. C'est pas seulement quelques dizaines ou centaines de millions de plus, et puis il faut que l'État soit à la hauteur sur les services publics. La question du tribunal a été récurrente pendant des lustres et était une catastrophe. Les hôpitaux, c'est la même chose. C'est plus lourd, c'est plus coûteux, c'est plus loin, donc quand il n'y a pas de manifestation, on n'en parle pas, ça fait pas la une. Et effectivement, les populations savent bien que pour faire la une des journaux en métropole, Il faut taper fort. Il faut montrer ses gros bras, il faut mettre des cagoules, oui. il faut taper fort sur ce sujet. Mais si on ne règle pas en même temps que le conjoncturel, le structurel, si on n'invente pas le nouveau modèle de nos outre-mer, eh bien moi je vous fais un pari, c'est que dans 5 ans, dans 6 ans, on aura exactement la même situation. Isabelle Théry, la cause, et on a un débat sur le fond avec Yves Gégaud, la question structurelle, mais vous avez écrit ce livre, vous avez eu ce besoin d'écrire un livre
pour raconter votre expérience de magistrate. Alors il y a cette expérience, ce débat autour du tribunal, mais il y a aussi la violence. Vous l'avez vécu, vous, j'allais dire, dans votre chair, comme magistrate, comme habitante de ces territoires. Est-ce que vous avez eu peur en Guyane, puisqu'une des revendications de ces hommes musclés, cagoulés, c'est de dire nous voulons protéger nos populations des violences. Ah, peur, oui. Alors ça, c'est tout à fait clair. Un soir à 1h du matin, je me suis réveillée, il y avait devant moi, avec ma télévision dans les bras, le type contre lequel je venais d'ouvrir 4 informations. Donc vous l'aviez eu au tribunal. Il ne savait pas que c'était moi, je pense. Je ne sais pas. C'est incroyable. Je venais d'arriver à Saint-Laurent-du-Maroni. Et il est dans votre salon. Il était dans mon salon avec ma télévision dans les bras. Voilà. Donc peur, oui. Et Qu'est-ce que vous avez fait, excusez-moi de... J'ai hurlé, il est parti. Voilà. Je l'ai peut-être un peu insulté, ouais. Oui, il a lâché J'ai hurlé très très fort, il a lâché la télévision et il a filé. Mais il était déjà, c'était son 2e passage. Entre-temps, il avait pris les cartes bleues, l'ordinateur, les clés de la voiture, etc. Mais vous, la magistrate qui avait les dossiers de ces hommes que vous avez parfois emprisonnés, que vous avez jugés, cette sociologie de la violence, c'est quoi? C'est des jeunes perdus? C'est des jeunes qui trafiquent de la drogue? Quel est le problème? Alors le problème, c'est qu'il y a quand même, ça ce sont les chiffres, à Rochambeau, donc qui est la prison, il y a 50% d'étrangers. J'ai lu plus d'ailleurs, hein. J'ai lu qu'il y avait... C'est un chiffre minimum. Je sais pas. Bon. En fait, ce pays est entouré, ce département, pardon, moi-même je dis ce pays, ce département est entouré de pays qui sont d'une extrême violence. Il y a donc le Guyana, c'est un peu plus loin, Oui. hein, le Guyana, le Suriname et le Brésil. Et ces 3 pays sont des pays dans lesquels les délinquants, on leur tire dessus. Nous, on applique la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on les juge. Donc évidemment, c'est pas tout à fait pareil. On les juge, on leur donne des avocats, des interprètes. On est très gentils, on les sort de prison parce que la prison est submergée. Mais eux, ils reviennent. De toute façon, ceux du Guyana, ils ne sont pas acceptés. Quand on essaye on prononce des interdictions du territoire national à l'appel, à chaque audience, des dizaines. Sauf qu'ils reviennent. Mais non, ils partent même pas. Parce que le Guyana n'en veut pas. Donc c'est symbolique. Ils sont là. Et les Surinamais, ils reviennent. Parce que c'est quand même plus facile. J'ai lu que le garde des Sceaux, d'ailleurs, Jean Curvois, réclamait urgemment de régler le problème avec les pays limitrophes, puisqu'il y a un problème de ces pays qui ne veulent pas accueillir. Je rappelle qu'en matière de garde des Sceaux, Christiane Taubira a été garde des Sceaux, elle a été ex-députée de Guyane, et c'est bien la preuve que le problème est compliqué à régler. Je dis pas impossible, je dis compliqué. Qu'il faut beaucoup de détermination, qu'il faut beaucoup de mobilisation, et au fond, dans l'agenda des gouvernements, encore une fois, je fais pas de politique sur ces sujets, mais ce petit territoire de 250 000 habitants, quand ça bouge pas trop, c'est une priorité qui régresse. Jean-Pierre Philibert, regardez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Chantal Berthelot. On va essayer d'entendre son intervention et je vous donne la parole évidemment juste après, parce qu'il y a ce volet des violences, il y a le volet économique et il faut qu'on en parle. Chantal Berthelot, vous nous disiez tout à l'heure que c'était un mouvement de la Guyane avec un grand G et un grand L. Oui, tout à fait, puisque là, on a eu à Saint-Laurent-du-Maroni comme à Cayenne la présence de toutes les composantes de cette belle société guyanaise. Donc c'est pour ça que j'ai appuyé sur ça. Je voudrais dire que d'abord saluer ceux qui sont sur le plateau, puisque j'ai entendu le propos de Yves Gégaud. Je salue Yves et effectivement son propos donne la connaissance qu'il a eue, mais courtement, de ministre de l'Outre-mer. Et je crois qu'il a dit vraiment l'essentiel de ce qu'il fallait dire pour poser le décor. Madame Théry, j'ai pas eu l'occasion, je pense, de la croiser beaucoup, mais elle a dit qu'effectivement, ce qu'elle a vécu, c'est ce que le citoyen lambda vit partout depuis des années, et que la situation à laquelle on est aujourd'hui, l'insécurité qui sévit d'une manière inacceptable, et tout le reste concernant aussi bien la santé que l'éducation, font qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez une exaspération de la population guyanaise, et qu'effectivement, au-delà d'un ministre ou d'un premier ministre, parce qu'on avait posé la question, ce que les Guyanais veulent et ce que je souhaite également, c'est des réponses concrètes à des attentes qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui se sont accumulées avec le temps, une non prise en compte même de la parole politique représentée par les élus. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, effectivement, on a une prise de la rue, des citoyens, des socioprofessionnels qui disent la fameuse phrase « nous ganquer ça », et on souhaite aujourd'hui des vraies réponses à ça. Juste une question, une dernière, mais vous allez rester avec nous parce que c'est, je dirais, vous êtes l'actrice principale, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les populations. Est-ce que vous souhaitez que ces hommes habillés de noir et cagoulés posent leur cagoule, ou vous estimez qu'ils ont raison
finalement d'agir de cette manière, que c'est la manière la plus simple de se faire entendre? Yves l'a dit tout à l'heure. Monsieur Yves Gégaud l'a dit. Pour qu'on puisse parler de la Guyane et des Outre-mer, il faut que quelque chose d'extraordinaire se passe, c'est-à-dire qu'on choque et qu'on bouscule les codes habituels. Bien sûr, ça fait un moment que les parlementaires, les élus dans la voie républicaine et démocratique, nous tirons le signal d'alarme. Nous disons ce qu'il en est. Et il n'y a pas de réponse. Et effectivement, depuis 3 semaines, des citoyens de Cayenne ont décidé de se regrouper. Et pour interpeller ou choquer, on met une cagoule. Et ça marche. Mais je voudrais dire que c'est pas, voilà, et je voudrais dire que c'est pas le fond du problème aujourd'hui, et que je regrette que les journaux nationaux, peut-être pas vous, mais d'autres depuis ce matin, se focalisent dessus, et même les membres du gouvernement, Oui, en c'est tout à fait disant, exact. on vient discuter sans cagoule. Ben je le regrette, parce que nous avons eu des réunions officielles avec eux en préfecture. Il n'y a aucun d'eux qui porte une cagoule. C'est ça. Donc on Et essaie c'est pas de. le fond du problème. Oui, Chantal Le fond du Berthelot. problème, c'est ce que vivent les citoyens guyanais aujourd'hui et les réponses qu'ils attendent, c'est ça. Juste, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais entendre Jean-Pierre Philibert, mais évidemment, je vous poserai la question à vous, comme je l'ai posée à Isabelle Théry, qui a été magistrate, savoir si c'est l'extérieur qui vient finalement créer la délinquance à l'intérieur du territoire, parce que c'est une question importante, évidemment, par ce grand territoire et avec les pays limitrophes. Jean-Pierre Philibert, vous qui représentez le FEDOM et qui avez une vue, je dirais, transversale au-delà de la Guyane, il y a un problème guyanais ou il y a un problème dans les Outre-mer? Est-ce que, quand on parle de la Guadeloupe, moi, quand j'ai travaillé sur la Guyane, j'ai retrouvé un petit peu les mêmes choses. Difficultés économiques, chômage important, trafic de drogue. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une transversalité des problèmes ultramarins? Oui, il y a une constante. La première, d'ailleurs, Yves Gégaud l'a rappelé tout à l'heure, c'est la méconnaissance profonde de nos Outre-mer par la métropole. Posez la question autour de vous pour savoir tout simplement où est la Guyane, comment les gens la situent. Posez la question de savoir où est la Réunion. Nous, la métropole ne connaît pas les Outre-mer. Et du coup, nous avons des constantes. Il y a des 2 territoires qui sont plus en difficulté, plus en souffrance que d'autres. Tous ont des difficultés, mais 2, Mayotte et la Guyane. La Guyane, c'est un territoire atypique, un département atypique. On parlait de la démographie tout à l'heure. Il y avait quelques milliers de personnes entre les 2 guerres, 250. Et dans les projections, en 2040, 580 000 habitants. Vous voyez notre défi à nous, milieu économique, parce qu'il va falloir faire travailler, il va falloir faire nourrir, il va falloir loger tous ces gens-là. Enfin, la Guyane, c'est le poumon, c'est un poumon pas économique, oui, mais c'est un poumon, cette forêt. C'est un slogan. Ça, c'est un slogan. Si vous voulez, la Guyane est un poumon, les Outre-mer sont une chance pour la France. Oui. Comme disent les Anglo-Saxons, so what? Il faut aller au-delà. Donc, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est que dans un territoire atypique, avec l'ampleur des problèmes que nous connaissons, on a voulu adapter des solutions très pensées à Paris. Plaquées. Alors on a mis un peu d'aide fiscale à l'investissement, un peu de différentiel d'octroi de mer, un peu d'exonération de charges, mais ça n'est pas à la hauteur du défi. Car ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que tout le monde s'accorde à dire que le constat que font les élus, que nous faisons, que fait Yves Gégaud, que fait Madame le procureur, tout le monde le sait depuis 20 ans. Le Premier ministre de l'Intérieur était en Guyane il y a quelques mois. On lui avait déjà présenté cette liste-là. Donc, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'il faut attendre à chaque fois un mouvement d'ampleur avec un ras-le-bol qui est en fait un signal d'alarme tiré en direction de la métropole pour qu'on se mette autour de la table. On démarre par la violence, vous avez remarqué, parce que c'est vrai qu'il y avait la vie chère qui était posée à la Guadeloupe. On entendra Elie de Mota dans quelques instants. Là, ce sont des citoyens qui s'approprient le débat et qui disent non, il n'est pas violent. Ils disent nous luttons contre la violence. Voilà. Enfin, c'est sérieux quand même. Yves Gégaud, vous avez été ministre. Qu'est-ce que ça dit d'une société qui dit on n'est pas protégé? Non. Voilà. Madame la procureure l'a dit très justement. C'est une société qui n'est pas protégée. La pression migratoire, notamment du Suriname, de Guyana, ça a été très bien expliqué, un peu moins
moins peut-être du Brésil sur ce sujet, mais la pression migratoire entraîne une délinquance qui est épouvantable. Il y a eu 42 morts l'année dernière, 42 homicides. On va voir le chiffre. Aucun département de France métropolitaine ne l'accepterait. Il y a 3 tentatives d'homicide par jour, entre 3 et 5. C'est donc une violence absolue. Ça veut dire chiffre ça veut terrible. dire qu'il faut mettre des moyens, ça c'est sûr. Il y a la question des moyens qui se pose et l'indispensable. Ça c'est la réponse. Les moyens, c'est des hommes, c'est des forces de police. C'est la réponse que peut apporter le gouvernement à court terme. Et moi je souhaite qu'il y ait vraiment des engagements qui soient pris sur ce sujet, à défaut d'avoir pu les prendre avant. Mais deuxièmement, il faut au-delà de ça, qu'est-ce qui sauvera ces départements? C'est l'économie, c'est l'emploi, c'est l'activité. Et le cœur du sujet, c'est qu'il faut sortir. On n'arrive pas à créer tous ces d'entreprise en Guyane. dispositifs de défiscalisation. On a mis en place un fatras de dispositifs qui s'annulent les uns les autres. Il faut aller vers des mesures très fortes en matière fiscale. Il faut baisser la fiscalité sur la production locale. Il faut convaincre, pardon, cher président, mais une partie du patronat qu'il faut arrêter d'être seulement sur la distribution et qu'il faut aller sur la production locale. Et il faut Ça, c'est un point très important. Il faut s'ouvrir sur des atouts qui sont considérables, qui sont la proximité. Ça ne réglera pas tout. Rien ne réglera tout, mais il faut tout faire. Isabelle Théry, pourquoi ça ne réglera pas tout? Ça ne réglera pas tout parce que il y a le cumul entre ces difficultés économiques qui sont. Il suffit d'aller là-bas. Et pas que la distribution. Mais il faudrait au moins que les moyens des services publics soient les mêmes. Juste 2 chiffres. Oui. Non, mais c'est important. Seine-Saint-Denis, 17 000 crimes et délits par an, 100 juges du siège, 50 parquetiers. Guyane, j'ai dit, non, c'est l'inverse, 13 000. Seine-Saint-Denis, 13 000. Guyane, 17 000. 20 juges du siège, 8 parquetiers. Donc, évidemment, il y a une disette de services publics. Et encore, il n'y a personne ça a été un progrès depuis quelques années. Il faut oui, on était 5 quand j'y étais, maintenant ils sont 8. Exactement. Bravo. Non, mais on est parti. Le surmenage des magistrats. Non, mais c'est pareil que les magistrats, c'est tout le monde. C'est les gendarmes, c'est les policiers, c'est les greffiers, c'est les donc territoire oublié de la République. Non, mais excusez-moi, mais ce mot. Bien sûr. Abandonné. Élie de Mota, vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes en direct avec nous de la Guadeloupe, de Bémao pour être précis. Il y a Chantal Berthelot qui est en direct avec nous de Guyane. On a 3 invités, dont un certain nombre que vous connaissez bien. Yves Gégaud, qui fut ministre et que vous avez rencontré à Fort-de-France. Évidemment Isabelle Théry et Jean-Pierre Philibert. Juste un mot. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Guadeloupe, le mouvement des 500 frères fait tache d'huile? Est-ce qu'il y a des réflexions? Est-ce qu'en Guadeloupe, vous vous dites, nous aussi, on va mettre une cagoule et on va avoir finalement, à peu de choses près, les mêmes revendications que les 500 frères guyanais? Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. Le problème qui est posé, ce n'est pas simplement l'insécurité et la délinquance. Ce sont des conséquences. Il faut cibler sur les causes. Et je crois qu'aujourd'hui, les causes, c'est quoi? Ce sont des politiques publiques qui, depuis tantôt, n'ont pas répondu aux questions fondamentales de développement économique et social. Quand vous avez plus de 30% de la population active qui est au chômage, quand vous avez 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, quand vous avez pratiquement 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, vous ajoutez un peu de drogue et un peu d'alcool et vous avez un cocktail détonnant. Et je crois que c'est en amont qu'il faut intervenir, même si qu'il faut dans toute société justice et police, mais c'est en amont qu'il faut intervenir. Et donc, malheureusement, monsieur, vous connaissez bien la situation en Guadeloupe. Les actes fondamentaux que nous avions négociés ensemble sur l'insertion des jeunes et l'embauche des jeunes, sur l'accès des cadres guadeloupéens pour sa responsabilité, sur la formation des prix et la baisse des prix, rien n'a été mis en œuvre. Tout a été cassé. Et M. Gégaud le sait bien, puisqu'il a été évincé du poste du ministre des DOM. Et après, le gouvernement Hollande a fini par balayer tout ça. Donc, nous sommes quasiment dans la même situation, avec une expérience en plus, la conviction que la République française ne nous a jamais considérés comme des citoyens français. Jamais. Élie de Mota, restez avec nous en ligne. Vous avez une mauvaise connexion téléphonique, mais vous nous parlez de Bémao, c'est tellement beau, de Guadeloupe. Chantal Berthelot, vous êtes avec nous en direct. Grâce aux moyens techniques, c'est formidable de pouvoir vous parler si on peut vous retrouver. Vous avez le sentiment, vous qui êtes une députée de la République, qui venez siéger ici à l'Assemblée nationale, on se croise souvent dans les couloirs de l'Assemblée, que vous êtes un territoire oublié de la République, qu'on ne vous regarde pas de la même manière.
On ne regarde pas de la même manière un garçon de Melun qu'un jeune Guyanais. Donc, vous êtes un territoire oublié de la République. En tous les cas, c'est le constat que l'on peut faire, puisque les attentes relayées par les parlementaires n'ont jamais eu à trouver les échos nécessaires pour que les décisions soient prises. Oui, je partage effectivement la vision des uns des autres pour un peu synthétiser. Il est évident que l'insécurité est une des conséquences du non-développement de la Guyane, de la non-prise en compte du territoire. Tout à l'heure, le lapsus, Yves, oui, c'est un pays. La Guyane est un pays dans sa dimension, c'est un pays, dans ses potentialités, c'est un pays, et dans son peuplement, c'est un pays. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot pays dans ces conditions-là. Et effectivement, quand vous avez 90 000 kilomètres... Mais non, arrêtons de toujours aller sur des raccourcis qui ne sont pas ça. Pays, pour moi, veut dire, au même titre qu'il y a une histoire derrière. Identité. Mon peuplement n'est pas celui des autres. Bien sûr, mon peuplement n'est pas celui des autres. Quand vous avez un pays qui est 1/6 de la France et qui est aussi grand que le Portugal, comment vous pouvez vous arrêter à une notion de département ou de région? C'est un pays, et ce n'est pas une définition constitutionnelle, mais une définition culturelle des populations qui y vivent. Quand vous avez effectivement la diversité que nous avons, vous devez avoir une vraie politique pour pouvoir faire en sorte que vous avez une cohésion sociale. Comment voulez-vous que je puisse avoir les moyens de répondre à des gamins de Otecumpata et d'Alaï, qui est sur le Haut-Marronnier, qui me demandent un collège, alors qu'ils font 1h30 de pirogue pour aller à l'école, où les conditions d'internat sont inacceptables? Comment voulez-vous que je réponde à la population en eau potable, en électrification? Ça fait 20 ans que les gens du Haut-Marronnier attendent l'électrification d'eau potable. Comment voulez-vous que je réponde à tous ces personnes en termes de services publics? Quand pour faire la moindre démarche, on fait 500 km. Quand de Saint-Laurent à Cayenne, un justiciable doit faire 500 km pour rendre justice, où est-ce qu'on voit ça dans la République? Alors oui, nous sommes les oubliés de la République. Oui, on nous regarde trop les yeux de la Guyane, comme dans les discours et dans les slogans, comme ça a été dit, poumon de la France, de l'humanité, biodiversité française, le port spatial européen. Oui, on ne regarde la Guyane que dans cette prisme-là. Et ça, c'est regrettable. Et on a le résultat aujourd'hui. Alors, pour vous dire, en Guyane, ce n'est pas les raisins de la colère. Ce sont les awaras de la colère. On les a appelés les raisons d'ailleurs, hein, Chantal Berthelot. Les awaras de la colère, c'est un fruit qu'on trouve en Guyane. Et ceux qui connaissent cet awara, on en fait un plat identitaire de la Guyane, ça s'appelle le bouillon d'awara, et qui représente ça, la Guyane, c'est-à-dire notre histoire et ce multipoque qui on est fier d'être. Donc voilà, donc c'est une petite touche juste. Non, mais c'est important, l'identité, la culture. Chantal Berthelot, juste un mot, et quelques-uns encore pendant l'émission. Est-ce que ce soir vous craignez que ce mouvement des 500 frères, et Yves Gégaud l'évoquait tout à l'heure, espèce de peuple comme ça volcanique, si ces 500 frères ne sont pas entendus, si le gouvernement continue à exiger le retrait des cagoules, est-ce que vous êtes inquiète pour la suite de ce mouvement? Parce que c'est vrai qu'il y a une très forte attente. Non, ce n'est pas, attendez, ce n'est pas le mouvement des 500 frères. Vous savez qui a bloqué les premiers jeudi dernier, la CTG, la préfecture? Oui. Monsieur Philibert le sait, ce sont les sociopros. C'est eux qui ont bloqué d'abord. Ensuite, effectivement, le vendredi, les 500 frères ont fait irruption dans la réunion top de Carthagène. Absolument. Pour justement, là aussi, interpeller. Et c'est pendant le week-end qu'effectivement, le tout s'est mis en place, où effectivement, la population a adhéré à dire nous banquer ça et on veut effectivement d'autres mesures pour la Guyane. Donc, ne stigmatisez pas les 500 frères ou les cagoules. La réalité, c'est que le peuple de Guyane souffre aujourd'hui effectivement d'un manquement de services publics, pas de sécurité, pas de justice, pas de santé. Et sur l'éducation, nous sommes loin du compte. Donc, c'est ça qu'il faut retenir encore une fois. Alors, il n'est pas une histoire de cagoule. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Mais il y a évidemment, Chantal Berthelot, vous m'en excuserez, l'effet médiatique, l'effet loupe, évidemment, l'effet des images qui nous arrivent, et évidemment, ici à Paris et partout en métropole, qui créent comme ça. Et évidemment, Yves Gégaud et Isabelle Thierry, restez avec nous, Chantal Berthelot, parce que c'est passionnant. Et Jean-Pierre Philibert, bien sûr. Plan Marshall qui est réclamé, évidemment, au-delà des revendications sur la violence, un plan Marshall. Oui, mais attendez, si un plan Marshall, c'est un plan Marshall. Non, mais pardon de vous dire, mais c'est de l'argent. Ce que disait Elie de Motta, est assez juste. Rien, tout a été cassé, hein, il explique.
enfin, juste et à la fois un peu caricatural. On va avoir une mobilisation, il y aura des réponses conjoncturelles, on va annoncer des millions, et puis au bout du temps, ça va se déliter. Le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'on annonce des mesures, c'est que c'est pas la première fois. En 2013, le président de la République actuelle, il annonçait le pacte d'avenir avec 500 millions sur 10 années. Nous sommes 3 ans après, rien n'a été signé, et qu'au fond, les Guyanais disent, mais ils nous racontent des histoires, ils vont nous calmer, ils vont nous annoncer des millions, on va signer des papiers, et tout ça se déliterait. Donc il faut des moyens forts, il faut que l'État il faut que l'État réorganise sa présence sur le territoire, il faut que les préfets aient beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en ont en métropole, que ce soit des hommes responsables qui mettent en œuvre les mesures, il faut que les crédits ne restent pas à Bercy, préfets gestionnaires il faut que les crédits ne restent pas à Bercy mais soient délégués sur place, qu'ils soient localement délégués, et c'est bien la preuve que dans un territoire qui est aussi grand, la taille du Portugal, qui n'a que 250 000 habitants et qui est à 7 000 km de la métropole, il faut un mode de gestion institutionnelle qui soit différent. Tant qu'on ne fera pas ça, c'est ma conviction, eh bien nous irons de crise en crise, d'annonce en annonce, de soi-disant plan Marshall. Sans rien régler d'ailleurs sur le fond. Sans qu'au fond ne règle rien, si ce n'est de créer plus de désespoir. Alors, et je veux dire un dernier mot, c'est qu'il y a des atouts considérables. C'est que la Guyane a comme voisin le Brésil, qui est un territoire en développement et qui est un des géants du monde de demain. C'est qu'à partir de là, nos entreprises de métropole sur la région pourraient avoir des moyens d'expansion sur l'environnement régional gigantesques, ce qu'on ne fait pas sur cette question. Donc je pense qu'il y a vraiment une autre vision à avoir, et moi ce que j'espère, c'est d'abord qu'il n'y aura pas de drame, que les choses s'apaiseront, mais surtout que cette crise sera l'occasion de faire du consensus, droite-gauche, de sortir les Outre-mer Faites du Macron là, attention Yves Gégaud. Non, c'est pas de confusion. On est dans une campagne présidentielle aussi. On a su faire un Grenelle de l'environnement, on a su faire un Grenelle en mai 68, on peut peut-être faire un Grenelle des Outre-mer sur ce sujet, sans confusion. Jean-Pierre Philibert. Une forme de consensus sur pour changer le modèle, enfin. On ne l'a jamais fait. Éclairez-nous, vous êtes en métropole, Chantal Berthelot disait tout à l'heure, attention, il ne faut pas focaliser les médias, et on en fait partie, sur les 500 frères. Ce sont les sociopros qui ont bloqué les ronds-points. J'ai lu qu'il y avait les Toucans, qui est un autre mouvement qui revendique la création de postes à EDF. Et j'ai vu qu'il y avait un autre mouvement, alors pareil, citoyen, qui bloque les ronds-points, mais cette fois-ci, pour la Croix-Rouge ne vende pas l'hôpital à une compagnie privée. Donc c'est une agglomération de revendications. Qu'est-ce que les sociopros revendiquent en disant, nous, on va faire des barrages et on va se faire entendre? Qu'est-ce qui se passe chez les sociopros, comme les appelle Chantal Berthelot? J'allais dire ils sont dans un état de désespérance qui, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, s'explique par que ce territoire atypique vit aujourd'hui très largement. Son économie est tendue par la puissance, par la commande publique. Or, la commande publique, aujourd'hui, est quasi inexistante. Est inexistante parce qu'on a mal préparé, Yves Gégaud l'a dit, la collectivité territoriale, qui est le regroupement de la région et du département, a été faite dans des conditions qui a donné du retard à la mise en œuvre des contrats de plan, notamment État-région. La deuxième chose que nous avons et qui est très significative en Guyane, c'est des délais de paiement insupportables. Au-delà des 90 jours fixés par la loi. Avec des communes, alors c'est pas l'État qui paie mal, c'est la plupart des collectivités territoriales, avec des entreprises qui sont étranglées. Et avec pour autant un contrôle parfois de l'administration extrêmement pointilleux et vétilleux pour dire, attendez, vous n'avez pas payé vos charges à temps, vous allez avoir 10%. Vous savez, on est le 28. Dans 3 jours, au magasin, il faut faire les payes. J'ai une vraie inquiétude, après avoir vu la plupart de mes adhérents, les avoir eu au téléphone aujourd'hui, de nos entreprises, on ne sait pas comment on va les faire. Donc moi, je souhaite, Yves Gégaud le disait tout à l'heure, il faut structurellement, il faut changer de modèle. Il faut changer. On a pour le moment un moteur de pétrolette. Il faudra un moteur, au contraire, de voiture surpuissante. Et savez-vous une autre vérité ? Et qui est, je crois, le fond des choses. Le mensonge le plus éhonté, mais depuis, c'est pas ce gouvernement-là, mais de tous les autres. On a bien compris que c'était... On dit qu'on dépense plus, que les Outre-mer sont assistés, et qu'on dépense plus d'argent Outre-mer qu'on en dépense pour la métropole. C'est pas vrai. On dépense moins d'argent. Un Guyanais reçoit, l'État dépense moins pour un Guyanais qu'il n'en dépense pour, au hasard, un Corrézien ou un habitant de Seine-et-Marne. Et en plus, il le dépense différemment. C'est-à-dire que ce sont des dépenses
sociales, alors que nous aurions besoin d'avoir des dépenses d'infrastructures, d'investissement, des dépenses, notamment le chiffre terrifiant. L'électrification dont parlait Alberto, les collèges. Vous savez, François Mitterrand avait dit, je ne veux pas citer François Mitterrand, c'est pas forcément dans les habitudes, il disait en 85, le comble de la Guyane, c'est qu'on est à l'avant, enfin on tire des fusées, on fait décoller des fusées sur fond de bidonville. C'est-à-dire que ce pays qui... Et de ghettos de riches, puisque les expatriés, ceux qui vivent sur la base, vivent dans une sorte de camp retranché. Il n'y a pas de connexion Internet. Chantal Berthelot le sait bien, qui mène un combat, je la salue totalement admirable, notamment pour les connexions en matière d'électricité, pour le raccordement. On l'a pas, donc on est à la fois à la pointe et on est en retard. Ce que veulent les entreprises aujourd'hui, c'est des politiques durables, qu'on change le modèle, qu'on nous permette d'être compétitifs, qu'on enlève des normes qui n'ont rien à voir outre-mer par rapport aux normes métropolitaines, qu'on nous donne un peu de respiration. Ce territoire oublié de la République, ou en tout cas mal connecté. Juste ces chiffres, je voudrais quand même vous les présenter, et vous allez réagir, Isabelle Théry, sur la précarité en Guyane. Le taux de chômage global est de 22,3%, il est de 9,7% en métropole, et les bénéficiaires du RSA, je l'évoquais au début de l'émission, sont de 26% en Guyane, seulement 7% en métropole. 54 chez les jeunes. Et 50, absolument. Et le pouvoir d'achat en Guyane, c'est intéressant parce que c'est un débat qui était posé aussi en Guadeloupe. Il ne faut pas faire que de la distribution, disait Yves Gégaud, et ça éclaire évidemment ce propos. Prix à la consommation supérieur de près de 12% de ceux de la métropole, 45% pour les produits alimentaires. Donc évidemment, le coût de la vie est très très cher. 20% pour les logements. Vous l'avez vécu, vous, Isabelle Théry, c'est-à-dire cette réalité quotidienne d'un Parisien ou d'un magistrat qui vit en métropole et qui s'installe en Outre-mer. Vous avez été effaré, vous avez dit, mais pourquoi le yaourt coûte-t-il si cher? Pourquoi la vie est si chère? Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a effectivement un supplément de rémunération. C'est ça. Mais qui est mangé, mais si je puis dire. C'est ce qu'elle veut dire. Qui est mangé immédiatement. Et sinon, on serait vraiment en perte de rémunération. Donc, si on veut espérer qu'il y ait quand même quelques fonctionnaires qui aillent travailler là-bas quelques années, c'est totalement indispensable. Mais moi, ce que je voudrais dire, un des problèmes de la Guyane les plus importants, je pense, c'est son taux de démographie, parce que on sera à 500 000 dans 2015. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Bushinangé? Non. Ben voilà. Bushinangé, je ne sais pas. Un Bushinangé. Eh bien, des Bushinangés, figurez-vous que ce sont les gens qui habitent dans l'ouest de la Guyane et qui sont une population extrêmement en progression démographique extrêmement importante pour des raisons historiques, parce qu'ils ont c'est une population qui vient, ce sont les descendants des esclaves du Suriname qui se sont réfugiés en France à plusieurs époques, quand l'esclavage a été aboli en définitive en 1848 en France. Bon bref, ensuite il y a eu la guerre du Suriname, donc il y a eu des vagues de gens qui sont venus, et ce sont des gens qui habitent donc sur tout l'Ouest, il y en a qui sont en France depuis très longtemps, d'autres qui bref. Et ces gens-là ont un sentiment d'identité très fort parce qu'ils ont été tués, massacrés, poursuivis. Donc une volonté faire vivre, bien sûr, et faire vivre le. Et en plus, il se trouve que ce sont des gens qui ont des racines africaines, donc ils sont très très vivants et ils ont énormément d'enfants, et ces enfants-là, ils ne sont pas accueillis, on n'a pas assez de collèges. Voilà, la première chose qui m'a frappée incroyablement quand je suis arrivée à Saint-Laurent, c'est ces multitudes d'enfants partout. Alors chaque collège a sa couleur. Alors il y a des t-shirts jaunes, des t-shirts bleus, mais des enfants. Et il paraît, c'est ce que disent les chiffres, qu'il y aurait encore autant d'enfants non scolarisés que ceux qu'on voit avec les t-shirts de couleur. Et c'est là le problème. Il faut beaucoup d'argent. Juste un mot, et je la pose à Chantal Berthelot. Il y a un double débat qu'on a ce soir. Il y a la question des pays limitrophes qui rentrent en Guyane, donc en France, et qui posent visiblement un problème de délinquance. Puis on a aussi un problème à l'intérieur de la Guyane, avec une partie de sa population qui n'est pas scolarisée, qui n'a pas accès à Internet et qui est coupée du monde. C'est un double sujet, Chantal Berthelot. Il y a le débat que l'on avait au début de l'émission sur, en quelque sorte, une immigration très forte, parce que la prison dont on parlait tout à l'heure est pleine à plus de 70%, je crois, de personnes étrangères à la Guyane. Et puis, il y a un débat sur la scolarisation de ces enfants, et de l'accès à Internet, de permettre à ces gosses de pouvoir avoir une école, une table, des chaises, un crayon et des cahiers. Première question sur la question de l'immigration. Il y a un débat en Guyane sur cette question de l'immigration, puisque on a aussi un débat à travers la campagne présidentielle sur l'immigration. Est-ce qu'il y a un débat aussi en Guyane sur cette question? Oui, tout à fait. Mais il faut rappeler qu'au départ, le phénomène de migration en Guyane est un phénomène qui a peuplé le territoire de Guyane. C'est le brassage de Guyane.
Oui, c'est un brassage, justement. Maintenant, comme toute société, quand vous ne pouvez pas les absorber, comme vous ne pouvez plus absorber, donc il y a une limite. Et la limite, ça fait un moment qu'elle est arrivée, puisque la limite, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des infrastructures et des services publics qui sont faits pour 100 000 habitants, et que vous en avez 250, ça craque de partout. Et je voudrais revenir sur un élément vraiment primordial pour nous tous en Guyane, c'est la scolarisation de ces jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la seule façon qu'on a de faire une société inclusive, c'est d'éduquer et de scolariser. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour cela. Donc actuellement, nous avons des enfants qui sont déscolarisés dès 13, 14, 15 ans. C'est lié uniquement aux structures, Chantal Berthelot, ou c'est lié aussi à des familles qui considèrent qu'il ne faut pas scolariser leurs enfants? Non, pas du tout. C'est des structures et parfois aussi, il n'y a pas de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous ne pouvez plus accueillir, ben, vous enlevez les plus anciens ou ceux qui vous estimez, vous ne donnez pas une deuxième chance. Donc, vous les sortez du système avant l'âge légal et pour faire passer d'autres gamins. Donc, il faut là aussi un effort important. On ne parle pas en finance quand on parle d'éducation, de scolarisation des enfants. Si vous permettez le discours financier, à ce moment-là, c'est un investissement sur l'avenir. Bien sûr. Parce que si vous n'investissez pas maintenant sur des infrastructures scolaires, ben vous les retrouvez demain en pré-délinquants, en rupture de la société, et après vous avez effectivement des problèmes beaucoup plus importants. Au jour d'aujourd'hui, le rectorat, un petit document qui date du rectorat, même pas des élus, le rectorat en 2013 a dit que pour les 10 ans qui viennent, si nous ne voulons pas aller à la catastrophe avec nos jeunes, il faut construire 500 classes primaires, 10 collèges et 5 lycées. C'est un document qui date de 2013. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de commencer la moindre construction scolaire. Yves Gégaud. Alors, effectivement, allez-y, il y a des bons moments et ces jeunes. Yves Gégaud et Jean-Pierre Philibert. Il faut bien comprendre, c'est que on reviendra sur l'économie. L'immigration en Guyane, c'est traverser le fleuve. C'est ça. On vit de part et d'autre du fleuve. Oui, donc c'est pas le même débat qu'on a avec Marine Le Pen. C'est pas le débat qu'on peut avoir ici. L'immigration, c'est les mêmes familles. Ils passent d'un côté à l'autre du fleuve. Une des sources que nous n'avons jamais su faire, c'est aussi la discussion avec les pays voisins. C'est la coopération, c'est l'aide au développement des pays voisins, parce que ceux qui traversent le fleuve, c'est parce qu'ils viennent chercher beaucoup de choses. Suriname, pays excessivement pauvre. De l'autre côté, le Suriname est un pays qui est excessivement pauvre, sur lequel on doit pouvoir aussi mobiliser un certain nombre de moyens. Tant à la construction, c'est tout à fait réel. Les chiffres qui ont été donnés, mais je crois un déficit de collèges. Oui, mais c'est pas non plus hors de portée construire autant de collèges. Ça marche pas. Mais ça marche. On n'y arrive pas en tout cas. Ça marche pas d'abord parce qu'il n'y a pas forcément les moyens. Ça marche pas aussi parce qu'il y a une forme et la réforme institutionnelle a désorganisé aussi. Ça a été très bien dit par mon voisin les systèmes. Je pense qu'il faut non pas priver les élus locaux de leur pouvoir, mais qu'il faut que l'État se substitue. Pourquoi c'est trop compliqué les élus locaux? C'est des bagarres politiques. Il faut pas avancer. J'ai lu ça, j'ai dit que c'était compliqué. C'est souvent compliqué, c'est pas que des bagarres politiques. Je pense qu'il faut donner à un préfet beaucoup plus de pouvoir pour qu'il puisse se système corse, une assemblée territoriale dotée de pouvoirs supérieurs. Pour qu'on puisse construire à la place d'une collectivité quand elle n'y arrive pas, et pas toujours par mauvaise volonté, pour que l'État ait un plan, et un plan qui porte lui-même, et un plan de construction. C'est pas hors de portée de notre capacité. Mais il faut en faire une mobilisation nationale, et il faut pas dire, on vous délègue des crédits, vous faites comme avant et vous vous débrouillez parce que ça ne marchera pas. Donc il faut changer un peu de braquet sur cette disposition-là. Il faut une mobilisation nationale sur ce sujet. C'est loin d'être impossible. Ça créera aussi de l'activité et de l'emploi parce que pour construire, ça crée de l'activité et de l'emploi pour les entreprises. Et puis il faut aussi, et c'est pas un rêve parce que Ariane Espace Le Monde, il faut aussi ouvrir très vite l'idée de dire que ce territoire peut accueillir des start-up pour peu qu'on casse la fiscalité. Pour créer une dynamique autour de Kourou. Qu'on fasse un effet d'aubaine pour attirer et que les entreprises qui s'installeraient là sont au pied de marchés gigantesques qui sont les marchés de l'Amérique du Sud. C'est notre porte d'entrée dans l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est des centaines de millions de consommateurs demain qui attendent la France, qui connaissent la France et qui aiment nos produits. La Guyane peut jouer. Donc il faut jouer de tous les ressorts. Il y a du très court terme, il y a de l'organisationnel, il y a du conjoncturel, il y a des moyens financiers à mettre et il y a une perspective à ouvrir pour les jeunes générations. Mais je pense
qu'on peut y arriver. Simplement, il faut qu'il y ait cet électrochoc qui fasse que Mais il est là, l'électrochoc. Oui, on y est dans l'électrochoc. J'espère que ça ne se résoudra pas par un petit tour des ministres, par une annonce de quelques centaines de millions d'euros et un papier signé, et puis on verra après. Moi, je regrette une chose. Ministre qui s'exprime. Je le dis, je regrette une chose très sincèrement, c'est que dans cette campagne électorale que nous vivons, le sujet des Outre-mer ne soit pas un sujet, et que les Outre-mer soient oubliés comme trois cartes postales qu'on puisse montrer, et qu'au fond, oui, mais si c'est simplement pour dire il faut plus de sécurité, ou comme Madame Le Pen, il faut juste envoyer des gendarmes, on ne réglera rien. Non, on a bien compris. Il faut évidemment le faire, mais il faut que le sujet s'ouvre pour d'abord dire à nos compatriotes de métropole, c'est la France, depuis plus longtemps. La Guyane est française depuis plus longtemps que certains départements de la métropole. Donc c'est la France, et on a une vraie stratégie, et c'est porteur d'avenir, parce que c'est l'ouverture de la mondialisation. Juste un mot, et plusieurs d'ailleurs, Jean-Pierre Philibert, quand même, excusez-moi d'y revenir, c'est un effet très important, le coût de la vie, parce que je reviens au LKP, et de négocier notamment sur la question du coût des yaourts, des denrées alimentaires. Mais avec et j'entends un ancien ministre qui vous dit faut produire il faut pas local. faire que de la distribution. C'est vrai que local. On sait que ceux qui dirigent souvent les DOM, ce sont des gens qui font de la distribution, ce sont des gens en général assez riches. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi? Ça n'est plus vrai. C'est pas vrai? Non, ça n'est plus vrai. Parce que là, le prix du yaourt, on a compris qu'il fallait le transporter en bateau, mais c'est... non, pas que. Je vais prendre deux exemples, si vous me donnez quelques minutes. Dites-nous, pourquoi c'est si cher? Alors, il y a d'abord un phénomène de marché. J'ai une entreprise, un adhérent, fabrique des yaourts en Guyane, très connu. Caresse guyanaise. Il fait des jus aussi. Quand ils sont bons ces yaourts, excusez-moi, ils sont délicieux. Il a des machines, ils sont absolument délicieux. Et c'est un très grand chef d'entreprise. Ces machines sont exactement les mêmes que celles qui sont à côté dans la Sarthe. Et qui des grandes marques. De grandes marques. Lui, quand il met sa machine en place, il la monte. En 25 à 26 minutes, il a produit sur un type de yaourt la production, la consommation de la Guyane pour une semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa machine, il la démonte, il la nettoie, il va mettre un... Vous imaginez que dans le même temps, l'usine de Métropole, elle tourne quasiment 24 heures sur 24. Donc là, j'ai un premier coup. Mais pour faire ces yaourts, il faudrait qu'il ait du lait produit localement. Notre vraie difficulté aujourd'hui, mais c'est notre vrai combat, c'est d'arriver à l'autosuffisance. Mais il y a des territoires, alors les tiers c'est un peu compliqué en Guyane, il y a des départements, la Réunion qui est sûrement le plus autosuffisant, en matière laitière on est à 40%. Donc on réserve le lait produit localement pour des produits à haute valeur ajoutée, donc on importe du lait. Premier problème, vous importez du lait, vous importez du lait naturellement en poudre. Donc on l'a d'abord conditionné, on l'a mis en poudre. Ensuite on l'a transporté, il arrive en poudre. On le conditionne, après on le retransforme en lait. Et puis il y a la machine, etc. Deuxième problème, et là où les députés ont voté une loi qui n'est pas appliquée, lorsque le grand producteur dont je parle de yaourt en métropole, quand il va nous envoyer ses yaourts, il a une date limite de consommation de 2 mois. Oui, grand débat sur la question des dates limites. Nous, la production locale, c'est une date limite de consommation d'1 mois. Quand le yaourt fait en métropole... incroyable. Arrive en Guyane, il a une durée, si j'ose dire, de vie en rayon qui est supérieure à celui produit localement. On donne plus de poids aux grandes marques qui vendent des yaourts faits en métropole. Voilà. Les députés ont voté un alignement des DLC sur 1 mois. Oui. Ça n'est pas appliqué. Il n'y a pas de sanction. Alors, attendez, vous me permettez, Diego, un mot parce que Jonathan Berthelot. Non, mais il y a aussi un mode d'explication, c'est que si c'est pas appliqué, c'est parce que aussi les marges qui sont faites sur les yaourts importés de métropole sont plus importantes que les marges qui sont faites sur les yaourts fabriqués localement. Ça existe aussi. Je ne fais de reproche à personne. L'économie vit avec des marges, mais ça existe aussi. C'est la raison pour laquelle il faut casser la fiscalité. Il faut faire de ces départements, comme l'ont fait d'autres territoires ultramarins d'Europe, des départements sans fiscalité ou avec une fiscalité basse, une flat tax à 10 ou 15% qui solde tout. Oui, mais je me bats depuis 10 ans sur ce sujet parce que ça éviterait toute la paperasse de la défiscalisation, ça permettrait de rétablir l'équilibre de compétitivité et de refaire des marges. Et ça redonnerait des marges aux entreprises qui sont déjà importantes, qui auraient plus intérêt à fabriquer sur face et peut-être depuis la Guyane à vendre aux pays voisins. Chantal Berthelot, excusez-moi, je ne veux pas faire la fin de notre émission sur le yaourt, mais c'est souvent un produit emblématique, le yaourt. En Guadeloupe, cette question était posée notamment sur le prix des yaourts et des produits laitiers. Au-delà des yaourts, comment on fait pour créer des entreprises made in Guyane, créatrices d'emplois, capables de former, d'intégrer des jeunes, de leur mettre le pied à l'étrier? Comment on fait?
Parce qu'il y a l'écologie, il y a la forêt, il y a le bois, il y a une multitude de possibilités sur la Guyane. Le pétrole. Et le pétrole. Il y avait du riz, qui n'existe pas. Donc, en fait, vous avez dit beaucoup de choses entre un plan Marshall, plan d'urgence. Ici, les socio-professionnels disent le plan d'urgence. Vous avez fait référence au pacte d'avenir. Je vais vous dire qu'il y a 20 ans en arrière, en 1997, le même mouvement que nous avons aujourd'hui a eu lieu. Et de cette manifestation étaient sortis les États généraux de développement de la Guyane avec un document de pacte de développement de la Guyane. Vous voyez bien que 20 ans après, ça me permet de faire une synthèse, si vous voulez, de 20 ans après, les mêmes mots sont toujours présents. C'est-à-dire le modèle, effectivement, de développement, comment on permet à des entreprises de s'installer à Guyane, comment on prend en compte ce qu'a dit un petit peu M. Philibert, c'est-à-dire les coûts exorbitants qu'elles ont, les effets de seuil que nous n'avons pas en Guyane, comment nous avons une banque de développement qui accompagne le monde économique, comment effectivement aussi l'administration se rend compte que les normes ou les critères ne sont pas les mêmes dans l'Hexagone et sur nos territoires. C'est pour ça que dans tous les sujets qui sont abordés, il est nécessaire d'avoir une vision globale, mais en partant d'une réalité du territoire. Il y a eu du lait en Guyane. Et j'aime à vous dire que j'ai été une productrice de lait. Mais oui. Car ma vraie raison, c'était que je suis paysanne. Je l'ai dit, enfin, agricultrice. Pays, absolument. Agricultrice. Et j'ai produit du lait. Donc, on peut produire du lait en Guyane. Nous avons produit 1 million de litres de lait par an. On peut produire du lait en Guyane. Sauf qu'après, lorsqu'on impulse des plans de développement, il y a effectivement, en fonction des modifications politiques, des arrêts de ce qui est initié, il n'y a pas dans la durabilité d'accompagner le développement du territoire. Et une stabilité. Donc, allez-y, Chantal Berthelot, et on vous écoute, il nous reste quelques minutes. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la problématique de la Guyane dans 2 territoires d'une manière très globale. Et pour terminer, si je veux bien terminer cet aspect, l'INSEE, et ça a été dit tout à l'heure, la Guyane, tous les 20 ans, double de population. Oui, c'était évoqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est évoqué dans TACT, mais quelles conséquences sur toute la chaîne de la vie et de manière structurelle du territoire. Mais là, quand vous avez un territoire qui tous les 20 ans se double, ça veut dire qu'il faut doubler les moyens. Eh oui. Et tous les 20 ans, ça craque, Chantal Berthelot. Et tous les 20 ans, ça craque. Donc c'est pour ça que si on ne veut pas revenir à ça, nous devons, et c'est ce que je vais terminer par vous dire, le mouvement qui se passe aujourd'hui n'est pas un mouvement uniquement des 500 frères, est un mouvement de la Guyane dans sa globalité. Mouvement profond, oui. Et qu'il n'y aura pas de dérapage de quoi que ce soit, mais il est attendu de l'État, au-delà d'un gouvernement de gauche ou de droite, il est attendu de l'État un vrai accompagnement du territoire de la Guyane dans une vision sur 10-15 ans. Chantal Berthelot, restez avec nous, il nous reste 4 minutes. Il nous reste à peine 4 minutes. Je voudrais juste vous faire entendre Joël Roy, qui est un écrivain guyanais que vous connaissez, j'en suis sûr. Il était invité au Salon du Livre. Écoutez ce que dit cet homme, justement, de l'initiative, ou pas d'ailleurs, justifiée ou pas, d'une délégation interministérielle. Plutôt sceptique, cet écrivain. Écoutez-le et on réagira juste après. On nous envoie une délégation interministérielle. Il n'y a pas de ministre. Il y a des vieux, d'anciens hauts fonctionnaires, mais qui ont quitté la Guyane depuis 20 ans. Donc de qui on se moque, voilà. Et les gens là-bas sur place se disent, on se moque de nous. Il y a un potentiel de production, de productivité, et je ne parle pas de l'or, en Guyane, et on continue à importer des surgelés et des produits lactés de métropole. Gégo, pour finir cette émission, parce que la vie, les révoltes partent de choses souvent très concrètes, de souffrances concrètes. Là, cet homme nous dit, on importe des surgelés qui traversent la mer. Il y a plein de ressources dans ce pays. Exploitons-les avec intelligence. Mais je ne cesse de le dire, c'est pour ça qu'il faut casser la fiscalité sur les entreprises pour y arriver. Mais moi, je voudrais faire une suggestion. Il va y avoir une délégation de ministres. Oui. Ils vont prendre des décisions. Il y a une élection dans un mois potentiellement. C'est trop tard, disent certains d'ailleurs. Non. J'ai une suggestion à faire, j'ai une demande à faire. Allez-y. Il faudrait que le Premier ministre envoie
avec sa délégation de ministres, des représentants de tous les camps politiques qui sont susceptibles de gagner l'élection, pour garantir que ce qui sera promis sera tenu par les autres. Et je pense qu'il n'est pas très compliqué de demander à la droite et au centre, de demander à Emmanuel Macron, de demander au Parti socialiste, d'envoyer un représentant pour garantir les choses. Parce que sinon, les Guyanais, ils seront les grands dupes de l'élection et on leur dira, mais c'était pas nous, c'était nos prédécesseurs. Isabelle Théry, pour conclure ce débat, on n'a pas parlé de l'or et des orpailleurs. Non, mais politiquement, moi, dans votre idée, il faudrait qu'il y ait un représentant de Madame Le Pen et les autres ne voudront pas. Donc je pense que votre idée, elle est très belle, mais écoutez, je la sens pas. Je pense qu'on peut passer un peu au-dessus de tout ça et qu'on est peut-être capable de montrer que la vie politique, c'est aussi, quand il y a autant d'enjeux, quand il y a autant de risques, parce que les manifestations sont toujours créatrices de risques, on est peut-être capable de passer au-delà de tout ça. En tout cas, si ce n'est que le gouvernement actuel, dont la fin de vie est programmée dans 3 semaines, qui va prendre des engagements, on est d'accord. Jean-Pierre Philibert, pour conclure, Marine Le Pen, elle est entendue en Guyane ? Est-ce que les arguments de Marine Le Pen sont entendus ? J'en sais rien, et puis je sais pas, je crois que quand il y a de la désespérance, les gens qui vont flatter, qui caressent dans le sens du poil, sont peut-être un peu plus entendus. Sur un mot, parce qu'il faut sortir de la crise, ils ont raison de dire que seule la négociation avec les ministres permettra d'aboutir. Vous y croyez, vous permettez, avant, comme dans tous les grands sommets, dans toutes les grandes négos, il faut préparer le terrain. Les 6 qui sont là, il y a un ancien préfet, mais il y a le patron de la gendarmerie outre-mer. C'est quand même des gens qui sont en mesure au moins d'aider à poser les questions. Ils ne veulent pas discuter avec vous. C'est pas une discussion. Attendez, je ne parle pas de la négociation. Je crois que la négociation, elle ne peut avoir lieu qu'avec les ministres. Ils ont raison. Je dis simplement qu'il faut peut-être la préparer un petit peu. Donc moi, je souhaite qu'effectivement, les gens puissent se parler. Et se parler sans attendre. Chaque jour qui passe. Vous savez, pour terminer sur 2009, nous en sommes aux Antilles. Nous en payons encore aujourd'hui économiquement les conséquences. Tous les jours qui passent, ça coûte de l'argent aux entreprises, à l'État et donc à la Guyane aussi. Merci, je voulais prendre quelques secondes pour remercier Chantal Berthelot d'avoir partagé cette heure d'émission avec nous. D'abord, c'est passionnant de faire des émissions sur l'outre-mer. On n'en parle pas assez, ce sont des identités, des cultures, évidemment à travers des crises. Et on est désolé évidemment d'en parler uniquement à travers les crises, mais c'est aussi l'occasion d'ouvrir des portes, des réflexions. Vous allez rejoindre, j'imagine, le mouvement cet après-midi pour conclure ce débat, Chantal Berthelot. Oui, tout à fait. Je suis à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a des barrages, donc je suis à côté des citoyens. On discute, on débat. Et vraiment, pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, c'est un mouvement citoyen dans son ensemble. Toutes les composantes de la Guyane sont là. Le dialogue, bien sûr que nous sommes des hommes et des femmes de dialogue. Nous avons beaucoup dialogué ces 5 dernières années. Merci. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous voulons surtout des décisions. Merci. Et évidemment, le gouvernement, une délégation attendue. Nous n'avons pas encore la date et l'heure. Isabelle Théry, merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes présidente de la Chambre correctionnelle au tribunal de Melun, mais vous êtes venue nous faire partager votre expérience de magistrate, de vice-procureur, si je ne m'abuse, en Guyane, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, que vous connaissez bien. Merci à Chantal Berthelot, que je resalue d'avoir été en direct avec nous grâce à la magie d'Internet. Yves Gégaud, merci, député UDI de Seine-et-Marne et ancien secrétaire d'État en charge des DOM, avec des propositions concrètes. Et merci à Jean-Pierre Philibert, le président de la Fédération d'Outre-mer, le FEDOM, les chefs d'entreprise, la fédération des DOM. Merci de nous avoir suivis. Demain, on change de sujet, on s'intéresse à ce cabinet noir, ce mot lancé par François Fillon. On va s'y intéresser, on va s'y pencher, évidemment, sur ce plateau. Bonne soirée et à demain.